la médiation animale, c'est une stimulation des personnes fragilisées. C'est-à-dire, ça peut être des personnes âgées. Et je travaille aussi avec des adultes handicapés, par exemple, ou des enfants. Ils ont toute personne fragilisée par la vie, par la maladie, ou simplement par l'âge, ou la vie qui avance, ou les aléas de la vie, parce que je travaille aussi avec des personnes qui sont déprimées. Et donc, cette stimulation de ces personnes-là par des animaux. Et dans le but, ils ont d'avoir soit une stabilisation, soit une amélioration de leur capacité physique, psychologique ou physiologique. Voilà, donc ça c'est un terme assez médical, mais quand on voit vraiment les choses, c'est surtout pour apporter, et ça c'est très important, un bien-être à la personne. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Nathalie, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi dans Génération 120 ans autour d'un sujet que je connais très peu et de loin, qui est la zoothérapie. Je sais que ça fait des années que tu travailles dans ce domaine-là et que tu aides beaucoup les gens grâce à cette nouvelle forme de thérapie. Et aujourd'hui, si tu es présente dans cette émission, dans cet épisode, c'est parce que j'ai envie de comprendre un peu plus les tenants et aboutissants de cette thérapie, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi faire, pour qui, les bénéfices, les limites et même les perspectives futures, parce que j'ai l'impression que c'est un domaine quand même c'est une thérapie qui est de plus en plus utilisée. Et voilà, du coup, c'est un peu le programme et ce que j'ai envie de voir avec toi. Est-ce que ça te va? Qu'en penses-tu? Bonjour Liron, oui, ça me va très bien, parce qu'effectivement, il y a le passé, il y a maintenant et il y a demain aussi. Ok, bon parfait. Alors pour commencer, Nathalie, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots et puis que tu me dises aussi comment toi tu as commencé et pourquoi tu t'es dirigée vers cette discipline qui est la zoothérapie. Voilà, je m'appelle Nathalie Schindelman et ça fait environ 12 ans que je travaille dans la zoothérapie. Alors en France, on appelle plutôt ça la médiation animale plutôt que zoothérapie. Parce que dans le mot zoothérapie, il y a le mot thérapie, et en France, tout ce qui est indiqué comme thérapie est, disons, c'est dans le domaine du soin. Donc, on préfère médiation animale ou médiation par l'animal. D'accord. Alors, j'ai commencé il y a à peu près 12 ans. À la base, j'ai une licence des sciences de l'éducation avec laquelle je travaillais déjà avec des enfants handicapés. Et moi, depuis toute petite, les animaux ont une part très très importante dans ma vie. Et un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, mais est-ce que tu connais pas ce domaine-là? Ça tirait comme un gant. Et je me suis intéressée, mais je me suis dit, mais oui, c'est vrai que l'animal peut apporter un bénéfice très important à l'être humain, et pourquoi pas l'aider dans tout ce qui est domaine de la santé. Donc, j'ai commencé il y a 12 ans. Ok. Donc c'est quelque chose que t'aimais beaucoup les animaux, t'en avais peut-être pas mal, et c'est grâce à une femme qui t'a dit tu devrais te renseigner sur cette forme de thérapie. Là, tu t'es dit bingo, c'est ça que je vais faire. Elle m'a expliqué que ça commençait en France, et je m'y suis intéressée, et j'ai été une des pionnières en France à pouvoir le faire et à me former. Et donc j'ai passé un certificat d'intervenante en médiation animale. Et après, j'ai passé ce qui s'appelle un certificat de capacité. Maintenant, ça s'appelle ACACED. Et ce certificat de capacité me donne l'autorisation légale d'arriver avec des animaux sur un lieu public.
Parce qu'on peut pas arriver comme ça, c'est une sorte d'agrément en fin de compte. Hein. On peut D'accord. pas arriver avec des animaux et puis arriver dans un hôpital, dans un EHPAD ou auprès d'un public avec des animaux. Et ce certificat de capacité, il est spécifique pour les animaux de compagnie, mais c'est aussi ce genre de diplôme que doivent avoir les personnes, par exemple, qui recueillent des animaux sauvages, qui travaillent avec des animaux sauvages comme des loups. Il y a à chaque fois un type d'animaux pour un type de certificat de capacité. D'accord. Ok, je savais pas. Du coup, t'es obligé d'avoir une autorisation pour pouvoir, Oui, voilà, tout à fait. en plus de ta formation initiale. Oui, exactement. Oui, exactement. Et Ok. après, il y a une assurance responsabilité professionnelle obligatoire. Et après, tout au long de ma vie professionnelle, je me suis formée à beaucoup de choses, comme l'humanitude. L'humanitude, c'est une façon d'aborder les personnes, de pouvoir les respecter. Je me suis formée à l'hypnose, à la relaxation. Plusieurs Ok. formations. Bah, c'est super. On va pouvoir aussi parler à la fin peut-être de l'hypnose et de la médiation animale aussi, parce que c'est quelque chose que tu fais. Ok, donc tu pratiques là, ça va faire plusieurs années et je crois, sur Antibes. Alors, principalement sur Antibes, c'est-à-dire que je travaille avec tous les établissements publics, enfin, beaucoup d'établissements publics de la ville d'Antibes, par l'intermédiaire du CCAS d'Antibes. Le Donc, je CCAS, travaille. Le CCAS, c'est tout ce qui s'occupe de tout ce qui est social sur la ville Ok, d'Antibes. Voilà. d'accord. Et c'est le centre d'action sociale. Hein. Donc eux, ils ont 2 EHPAD publics. Donc je travaille avec eux et je travaille aussi sur l'accueil thérapeutique de jour de la ville d'Antibes, qui ont, disons, pour vocation de recevoir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Hmm. Et je travaille aussi dans tout ce qui est domaine public aussi avec la ville de Cannes-sur-Mer. Donc là, c'est aussi avec les EHPAD publics de la ville de Cannes-sur-Mer, la ville de Vence aussi, en public, hein, je parle. Et je travaille Ouais. aussi en public avec le CHU Cimier, à Nice. Ok. Donc quand même pas mal de médical. Que ça. Ok, Ah oui, et principal. une chose qui est assez unique en France, puisqu'il n'y a que 3 hôpitaux en France qui l'acceptent. Je travaille auprès des soins palliatifs, dans le service des soins palliatifs de l'hôpital d'Antibes. Ok, donc toujours avec les animaux, hein, on est d'accord. Lorsque c'est dans le service des soins palliatifs de l'hôpital, que avec mes chiens. Ok, super. Alors garde ça bien en tête parce que c'est des choses même que j'ai envie d'aborder. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Juste pour que on soit tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, est-ce que on peut commencer par définir ce qu'est la zoothérapie, mais du coup la médiation animale, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude d'employer le mot médiation animale, mais c'est la même chose. Ok. D'ailleurs, dans les pays anglophones, on appelle ça pet thérapie. Donc, on met bien le mot thérapie. Hmm. Voilà. Donc, la médiation animale, c'est une stimulation des personnes fragilisées. C'est-à-dire, ça peut être des personnes âgées. Et je travaille aussi avec des adultes handicapés, par exemple, ou des enfants. Ils ont toutes personnes fragilisées par la vie, par la maladie, ou simplement par l'âge, ou la vie qui avance, ou les aléas de la vie, hein, parce que je travaille aussi avec des personnes qui sont déprimées. Et donc, cette stimulation de ces personnes-là par des animaux, et dans le but, ils ont d'avoir soit une stabilisation, soit une amélioration de leurs capacités physiques, psychologiques ou physiologiques. Hmm. Voilà, donc ça c'est un terme assez médical, mais quand on voit vraiment les choses, c'est surtout pour apporter, et ça c'est très important, un bien-être à la personne. Ok. Ok, je comprends bien. Donc ça touche finalement pas mal de choses. Mais juste, si j'ai bien compris, on utilise médiation animale parce que c'est pas reconnu par l'État en tant que thérapie, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que Ah, en France, on préfère dire médiation animale que ouais, zoothérapie, voilà. Mais c'est la même chose, hein. ouais. Ok. Et, C'est et- reconnu comme ce qui s'appelle une TNM, c'est-à-dire thérapie non médicamenteuse. Ça fait ok. partie des TNM. Dans les TNM, tu as par exemple la musicothérapie, tu as Hmm, évidemment la médiation animale, je sais pas, tu as la relaxation, il y a tout ce qui est, voilà, tout ce qui peut aider les personnes sans le médicament, pour être complémentaire au médicament. ok. D'accord. Et donc, d'après ce que je comprends, ça peut être n'importe quel type de pathologie. Finalement, ce sont des personnes qui sont fragilisées psychologiquement.
principalement des personnes qui ont certaines difficultés, des personnes âgées. C'est quoi le cas le plus présent quand tu fais de la médiation animale? Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes pour ce genre de thérapie? C'est-à-dire que, surtout dans les EHPAD, plus la personne va être de façon cognitive dépendante, plus je vais pouvoir l'aider. Parce que bien souvent, c'est un peu le principe de la pyramide de Maslow, qui, lorsque les besoins primaires ne sont plus, satisfaits, on a du mal à monter dans la pyramide. Et donc là, l'animal va vraiment s'adresser à la partie primaire de la personne, parce qu'il va se mettre à la même capacité de la personne. Et c'est là où j'ai le plus d'impact et le plus d'ouverture. Et donc, je travaille beaucoup dans ce qui s'appelle les unités protégées dans les EHPAD, où ça s'appelle soit UHR ou UP ou UVP. En fin de compte, c'est toujours un peu le même principe. C'est un service dans lequel tu ne peux accéder qu'avec un code d'entrée, un code de sortie, et où les personnes, sont obligées de rester sur place parce que ça serait dangereux pour elles de sortir. Et là, je suis avec des personnes qui ont du trouble du comportement, qui ont beaucoup d'amnésie, qui ont parfois de la violence. Et ces personnes-là qui n'ont plus d'accès de communication avec l'humain, elles l'ont quand même avec l'animal. Et l'animal, Okay. disons, arrive à apaiser ces personnes. J'arrive quand même à retravailler certaines choses, vraiment stimulation de la mémoire, trouble du comportement, des choses comme ça, grâce à l'animal. Là où l'humain n'arrive plus à entrer, j'arrive à entrer avec l'animal. Comment ça se déroule une séance de médiation animale alors? Tu arrives avec tes animaux, on va parler juste après des types d'animaux, mais tu arrives avec tes animaux et en fait tu restes avec tu les laisses à disposition et Déjà, moi, c'est l'expérience. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement instinctif et qui ressent les choses à 100%. Donc déjà, quand j'arrive, je vois ce qu'il faut faire. Mais disons, avant ça, normalement, c'est ce que je fais, c'est que je me fixe un objectif thérapeutique de séance. Par exemple, quand je vais travailler le mardi matin avec l'accueil de jour d'Antibes, par exemple, je sais quel type de personne que je vais avoir et la plupart du temps à peu près qui je vais avoir. Donc, c'est un exemple. Donc là, je sais très bien que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, elles ont, par exemple, des problèmes de mémoire, et notamment les mémoires à court terme. Ce sont aussi des gens qui sont parfois en dépression parce que au début de la maladie, on sait ce qui va nous arriver et très souvent, c'est très dur à accepter. Ouais. Ce sont aussi des fois des gens qui ont des troubles de comportement, des problèmes d'organisation spatiale, des choses comme ça. Donc je me dis, ben voilà, je vais stimuler et aider dans ce genre déjà de problème de la maladie. Donc par exemple, je me dis, ben voilà, je vais faire un atelier mémoire. Donc avant de commencer la séance, je me fixe cet objectif-là. Je vais travailler la mémoire. Mais la mémoire, c'est pas si simple parce qu'il y a des personnes qui sont, ça s'appelle le VACOG en hypnose, et il y a des personnes qui ont une prédilection pour tout ce qui est auditif, d'autres qui sont visuels, d'autres qui sont kinesthésiques. Donc pour ne pas mettre les personnes en échec, je vais faire cet atelier mémoire, ce qui s'appelle un atelier mémoire multisensoriel. C'est-à-dire que pendant la séance, pour ne pas mettre en échec les personnes, je vais stimuler la mémoire grâce aux animaux en utilisant à chaque fois un canal différent pour qu'à la fin de la séance, chacune des personnes ne sera pas mise en échec et aura réussi quelque chose. Donc voilà, l'objectif par exemple, c'est l'atelier mémoire multisensoriel. Ok, donc j'arrive. Ouais. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, c'est juste parce que peut-être c'est ce que tu allais dire, le multisensoriel, ça veut dire quoi? Déjà le kinésiste, le côté kiné. Voilà, kinésique, merci. C'est le toucher. Donc, j'imagine, ça va être caresser l'animal. Alors, c'est deux choses. Pardon. C'est le toucher et le ressenti. Voilà. Donc, j'arrive et donc je me présente aux personnes parce que on peut pas tout de suite faire toucher l'animal, le faire caresser et tout ça, sans d'abord que ces personnes s'habituent à la présence de l'animal. Parce que nous, toi et moi, nous sommes des personnes qui avons toutes nos capacités cognitives, mais il faut savoir que les personnes que j'ai en face de moi, il leur faut un temps d'adaptation, de compréhension. Donc, je me présente, je parle je dis voilà, on est tel jour, il est telle heure, on parle ensemble.
Et puis, au fur et à mesure, je les fais tout doucement, disons, aller vers l'animal et je leur fais prendre conscience de sa présence. Et après, ben voilà, je vais travailler la mémoire. Et ben, ça va être en utilisant tout leur sens, le toucher, le visuel, l'auditif et tout ça. Donc, je fais cet atelier mémoire avec mes animaux. Par exemple, dans tout ce qui est, si tu veux, visuel, je prends des petites peluches. Là, je vais t'expliquer concrètement ce que je fais. Ok. Je prends des peluches qui ont une forme, par exemple, de girafe, d'éléphant et d'escargot. Ça, c'est juste un exemple. Je les mets sur la table et je dis à la personne que j'ai en face de moi, on va l'appeler, je sais pas, Jean. Je dirais, écoutez, Jean, est-ce que vous pourriez me cacher un petit bout de croquette sous la girafe et sous l'escargot? Alors déjà, pour Jean, ça va être très difficile de savoir où se trouve en dessous et au-dessus. Ça va être aussi très difficile de comprendre qu'est-ce que veut dire cacher. Une fois qu'il aura compris tout ça, il faudra qu'il se souvienne sous quel type de peluche est-ce qu'il faut qu'il cache la petite croquette. Mais il va pas, lui, mettre en route ce qui est cognitif en se disant c'est un exercice. Et lui, il va se dire ah ben, je vais jouer avec le chien. Donc, il va quand même faire des efforts et il va souvent se souvenir qu'il faut cacher sous l'éléphant, sous la girafe. Mais l'air de rien, j'ai travaillé ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Donc là, il cache la croquette sous les 2 peluches. Je mets le chien sur la table. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de peluches. Et la chienne retrouve à l'odeur là où il a caché la croquette. Donc, c'est extrêmement ludique. Il aura fait plaisir au chien, il aura joué, mais il aura travaillé sa mémoire. Ok, mais il a conscience que ce sont des peluches, c'est ça, hein, Alors, ça arrive que, oui, il a conscience, mais des fois, il faut vraiment retravailler ça aussi. Mais pour le chien, eh ben, il va jouer avec, et pour le chien, il aura travaillé sa mémoire à court terme. Intéressant. Un exemple, je pensais le côté visuel, c'était le côté, voilà, je vois l'animal devant moi, j'essaie de remarquer un peu je sais pas, sa fourrure. Oui, alors ça, je le fais aussi. Mais il faut jamais infantiliser les personnes, il faut toujours les faire progresser. Et il faut pas que je propose des choses trop simples aussi. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'il faut pas mettre en échec la personne. Donc souvent, j'ai quand même des personnes qui, point de vue cognitif, savent plus que simplement reconnaître où se trouvent les zones du corps du chien et tout ça. Donc j'essaie toujours d'élever le débat et de pas les infantiliser et proposer des choses un peu plus cognitives. Ouais, c'est ça. Ça doit être pas évident de trouver le juste milieu, parce que j'imagine qu'il doit y avoir différents niveaux au sein aussi d'une session et que. Exactement. Mais ça, je sais faire. C'est-à-dire que je sais pas comment te l'expliquer. C'est instinctif. Quand j'ai la personne en face de moi, même si c'est la première fois que je la vois, je sais. Ok. Et ce que je veux dire, c'est que là, du coup, on n'est pas sur des sessions individuelles. Enfin, on est sur des sessions de groupe, mais tu te focalises, on va dire, sur une personne à la fois, ou alors tu expliques à chaque personne un par un. Voilà, toi, tu vas faire ça. Après, toi, tu vas faire ça. Ou comment ça se passe pour gérer quand c'est une session collective, j'ai à peu près une dizaine de personnes que je mets autour d'une table. Et j'amène quand même plusieurs animaux. Donc, il y a des lapins, des cochons d'Inde, ou j'ai des fois que les chiens, mais j'en ai 2 dans ces cas-là. Donc, il y a toujours un visuel avec mes animaux, il y a toujours un contact. Et après, je m'adresse toujours à une personne après l'autre. Et dans le collectif, j'individualise. Mais pendant que j'individualise, le reste des personnes ont un contact avec mes animaux et peuvent quand même être avec eux. Et mes animaux sont habitués. Quand j'individualise, eux, ils vont au contact des autres personnes avec lesquelles je ne suis pas. Ok. Ok, très intéressant. Tu parlais, du coup, là, on a parlé du sens du toucher, du visuel. Il y a l'auditif aussi. Alors, l'auditif, c'est que tu les fais, tu fais aboyer ou j'en sais rien. Non. Alors, l'auditif, quand c'est la mémoire, autrement, je fais autrement, mais quand c'est la mémoire, j'utilise, je peux pas utiliser que l'animal en 1 heure parce que c'est extrêmement fatigant pour l'animal. Ouais. Et je peux pas demander à la personne de se concentrer pendant 1 heure sur l'animal. Donc, je fais toujours un petit peu avec l'animal, un petit peu sans, un petit peu avec, un petit peu sans. D'accord, tu jongles. Donc, par exemple, l'auditif, j'ai une application qui est très bien sur le son des animaux. J'ai une enceinte que je mets sur la table et je leur fais écouter un son après l'autre, je leur fais reconnaître. J'arrête au bout de 5 sons et je leur demande de me redonner les différents sons qu'ils ont entendus. Ça, c'est pour travailler la mémoire, ou sinon pour travailler la concentration, je leur fais écouter de la musique, des chansons qu'ils ont entendues dans lesquelles on parle d'animaux, et après je leur demande quel est l'animal dont on a parlé. C'est-à-dire, j'essaie toujours de varier avec et sans animaux pour permettre à mes animaux de se reposer.
Ok. Oui, donc tu jongles finalement l'animal, les animaux que tu amènes ne sont pas forcément toujours au centre de l'intention, mais c'est la thématique de Ouais, l'animal exactement. et que tu. Ok. Et l'olfactif, du coup, tu sais, pour sentir, non? Ça, c'est pas quelque chose. Oui, alors l'olfactif, je leur fais justement sentir le chien parce que Ça sent bon le chien. voilà, ça a une odeur. Et aussi, ce que je fais, j'utilise les plantes, c'est-à-dire que je ramène du thym, je ramène du basilic, je ramène de la menthe et tout ça. Et tout ce qui est relié aux odeurs, c'est relié aux émotions, à la mémoire. Et je leur fais sentir la plante. Je leur demande qu'est-ce que ça évoque en eux. Après, qu'est-ce que c'est? Et après, s'ils trouvent, eh ben, quand c'est les lapins, ils peuvent nourrir avec la plante les lapins. Donc, par exemple, ils vont sentir la menthe. Très souvent, ça leur fait rappeler le thé à la menthe, ça leur fait rappeler plein de choses. Et d'un coup, ils partent comme ça en mémoire en se disant, ben, moi, je faisais ci, je faisais ça. Et après, ils donnent cette plante-là à manger à mes animaux. Ok. Très intéressant. Donc, tout ça pour C'est un exemple. Voilà. Ouais, c'est un exemple avec la mémoire. Est-ce que tu pourrais peut-être partager un ou deux autres exemples avec d'autres cas? Je sais pas, peut-être la dépression ou je sais pas, un autre cas que tu rencontres souvent? Et alors, il y a beaucoup de cas que je rencontre. Notamment, on parlera peut-être tout à l'heure, je travaille tous les vendredis avec des personnes aveugles. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Aussi avec des personnes en fin de vie, évidemment, dans les soins palliatifs, mais il y a vraiment beaucoup de cas. Il y en a un qui me vient facilement là. C'est, je travaille dans les salles Snoezelen. Les salles, je veux bien une définition. La salle Snoezelen, c'est une salle que l'on rencontre très souvent dans les EHPAD. C'est une salle c'est un petit environnement cocooning, disons, et c'est une salle dans laquelle on rentre. Et le but, c'est une stimulation sensorielle de la personne. Donc, il y a un matelas qui est rempli d'eau tiède. La personne se couche sur le matelas quand elle peut le faire. Il y a une stimulation visuelle avec plein de lumière, plein de petites bulles qui montent comme ça. C'est vraiment une salle très, très spécifique. Okay. Et dans ces cas-là, ce que je fais quand je travaille avec des personnes de troubles du comportement, je les fais rentrer dans cette pièce-là. Souvent, c'est la violence. Donc, elles s'assoient et ce que je fais, c'est que je les fais ancrer dans le ici et le maintenant. Et je leur demande de ne pas se focaliser sur leurs propres sensations, la sensation souvent de colère, et je les fais s'intéresser à tout ce qu'il y a autour d'eux. Et en même temps, je demande au chien de se coucher contre cette personne. Donc, le chien se couche et je leur dis, attention, ne faites pas peur au chien, lui, il a rien fait. Donc là, il commence un petit peu à s'apaiser. De toute façon, tout le monde s'apaise avec un chien contre soi. Je ferme la porte et je leur dis, vous êtes en sécurité ici, c'est le chien qui va garder. Et là, je leur fais découvrir tout ce qu'ils ont autour d'eux et ils commencent à s'intéresser à ce qu'il y a autour et puis à ce qu'il y a en eux. Et après, je travaille sur l'hypnose ou la relaxation. Donc, c'est là aussi, sur les troubles du comportement, c'est vraiment très intéressant. Et après, sur la dépression aussi. Alors, la dépression, c'est très intéressant aussi parce que tout ce qui est dépressif, ce sont des personnes qui ne se projettent plus, qui n'ont plus envie de vivre vers demain et après-demain. Et dans ces cas-là, il y a un rituel qui s'installe avec l'animal et je leur dis, je vais revenir demain, après-demain, et se projettent dans le fait que le chien va revenir, le fait qu'il y a un lien, le fait qu'ils ont une utilité, qu'ils sont encore utiles, et on arrive vraiment à projeter les personnes. Ah, ok, intéressant. Donc en fait, il y a une compréhension de la pathologie et ensuite tu imagines ou tu fais des exercices qui sont spécifiques en fait à la pathologie. Tu peux pas, en fait, c'est pas parce que j'avais une vision naïve de la zoothérapie, la médiation animale, c'était on ramène les animaux, on les caresse et c'est tout. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Moi, c'est très spécial. Beaucoup font que ça, ce que tu viens de dire. Ah oui. D'accord. Mais beaucoup, c'est que de l'animation. C'est pour ça qu'il y a deux catégories de médiation animale. Tu as l'animation et le thérapeutique. Moi, je travaille 99% en thérapeutique. C'est pour ça que les gens apprécient beaucoup. Mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui demandent juste caresser l'animal, brosser-le et ça s'arrête là. C'est de l'animation. Mais moi, c'est vraiment que beaucoup de thérapeutique.
l'animation, ça n'apporte rien en fait. C'est juste un plaisir temporaire, ou alors si ça quand même apporte un petit quelque chose. Ça apporte quelque chose parce que ils sont tellement contents simplement d'être avec l'animal, ils s'en occupent, ils sont valorisés aussi, ils sortent de leur chambre et tout ça. Mais voilà, moi j'aime bien stimuler une capacité chez la personne. Ça s'est beaucoup vu pendant la période Covid. Parce que quand il y a eu, je sais pas si tu te souviens, il y a pas si longtemps que ça, les personnes âgées, on en a pas mal parlé dans les informations, Ah oui, ils étaient totalement dans l'isolement. Oui. Et ces personnes-là, ils avaient plus personne. Et j'ai quand même pu continuer à travailler dans quelques établissements. Et là, c'était extraordinaire parce que il y avait des gens, ils étaient en forte dépression. Il y avait même ils voulaient sauter par la fenêtre, ils en pouvaient plus. Et parce que je venais, parce qu'il y avait l'animal, mais toujours en complémentarité avec les équipes. Hein, je suis pas toute seule. Hein. Et ils se sont, ils se sont apaisés, ils se sont calmés. L'animal apporte tellement. Wow, c'est super intéressant. Ça apporte pas mal d'espoir, mine de rien, et c'est un outil complémentaire. Hein, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est à faire seul, c'est en complément d'autres choses. Oui, alors moi je travaille toujours, et ça c'est très important, en complémentarité avec les équipes sur place, et chacun à sa place. C'est-à-dire que je travaille avec les psychologues, avec les médecins coordinateurs, avec les kinés, avec les ergothérapeutes. Et moi, je reste toujours dans mon domaine et en complémentarité avec eux. Et c'est pour ça que ça va bien. Et il y a aussi une chose très, très importante, c'est le secret médical. C'est-à-dire que comme je vais dans beaucoup d'établissements, ce que je vois dans un établissement, je ne le raconte pas à l'autre. Ce que je vis dans l'un, je ne le fais pas à l'autre. Et je fais un sas entre chacun. Et c'est pour ça que ça marche bien, voilà. Chacun à sa place, secret médical conservé et ne jamais juger. Je suis dans le non-jugement de la personne que j'ai en face. Je suis là pour lui apporter quelque chose par la médiation animale et je suis pas là pour juger si la personne est bien ou pas. Ok. Ouais, tu fais vraiment la part des choses et tu t'adaptes en fait à chaque Oui. personne, parce que Voilà. tu te dis pas que parce que j'en sais rien, cette personne est dépressive, je vais faire la même chose tout le temps, quoi. Enfin, je vais quand même m'adapter à la personnalité de la personne, au Exactement. rythme aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est une adaptation tout le temps. Puis il y a des gens, ils se veulent pas. Les gens, ils n'ont pas envie aujourd'hui, donc il faudra revenir demain. Voilà. Après, il y a les fins de vie où c'est vraiment à chaque fois extraordinaire. Ah, je J'avais suis très curieux, ouais. un monsieur dans un EHPAD et qui était en train de se laisser mourir et qui était en refus de soins, refus d'alimentation, refus de tout, et qui avait tiré un drap sur lui, comme un cadavre, hein, comme quand on met un drap sur le cadavre, et qui attendait la mort. Oh. Et je suis arrivée dans sa chambre, et Mousse, ma petite caniche, sans que je lui demande, parce que les chiens, ils savent aussi, a sauté sur son lit. Elle s'est assise à côté de lui et avec son museau, elle a tiré le drap. Et ce monsieur, il s'est énervé parce qu'il voulait pas, il veut mourir. Et d'un coup, il s'est retrouvé, yeux à museau, avec ce chien qui le regarde et il a commencé à rigoler. Il était tellement étonné de voir un chien, qu'il a rigolé et qu'il a accepté de boire. Simplement de l'eau, donc c'est extraordinaire. Hein. Il a accepté de me parler et ce monsieur, il a rajouté à peu près 15 jours à sa vie. Oh. Mais 15 jours par rapport à l'éternité, c'est énorme. Ouais, c'est beau. C'est un exemple, voilà. Ouais, c'est le pouvoir des animaux. Et en termes de temps, tu viens pour 1 heure, pour 2 heures. Enfin, tu t'adaptes. Ça peut être 10 minutes, ça peut être. Alors, c'est souvent en heure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une séance collective dure à peu près 1 heure, mais ça, des fois un peu moins, des fois un peu plus, voilà. Et après, quand je fais des séances individuelles, elles durent à peu près 20 minutes à une demi-heure. Et je vais là dans les chambres avec les personnes et je prends en individuel la personne. Mais par exemple, quand je travaille dans les soins palliatifs, des fois, souvent, les gens sont très fatigués et il faut savoir s'arrêter. Des fois, ça dure que 5 minutes. Ou des fois, ils sont justement très en demande. Donc, des fois, ça dure 1 heure. Il faut savoir s'adapter à la personne. Ouais. Encore une fois, l'adaptation. Oui, exactement. Ok, c'est super intéressant cet aspect thérapeutique, parce que, comme je t'ai dit, j'avais vraiment cette vision de l'animation, en fait. Et les possibilités qui s'ouvrent grâce à cette forme de thérapie, elles sont assez intéressantes. Comment tu vois, bon, ça fait des années que tu pratiques ça, mais
qu'est-ce qui te fait prendre conscience que ça fonctionne? Comment t'as fonctionné au début pour te dire si je suis dans la bonne voie, ça apporte des bonnes choses? Est-ce que tu t'es appuyé sur des études? Enfin, est-ce qu'il y a déjà des études sur le sujet? Comment tu te positionnes par rapport à ça, par rapport à la marge de progression et aux bénéfices thérapeutiques des animaux? Moi, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas beaucoup d'échelles pour pouvoir voir le qualitatif et le quantitatif. On voit le progrès des personnes. Après, j'ai simplement le feedback des équipes sur place. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites, notamment aux États-Unis et il me semble en Israël, parce qu'il y a des pays, et aussi au Canada, il y a des pays dans lesquels c'est vraiment extrêmement développé. Et eux, ils ont fait plus d'études, on en trouve, mais elles sont en anglais. Après, il y a des échelles sur le bien-être des personnes. Donc, on arrive à voir. Moi, j'ai pas de nom spécifique là-dessus, mais ce que je vois, c'est que c'est le bien-être des personnes qui vont beaucoup mieux, disons, grâce à la venue des animaux. Ouais, c'est subjectif. Tu vois que c'est subjectif, oui, ouais. oui. Il y a les équipes et tout ça. Par exemple, le vendredi, quand je travaille auprès de personnes aveugles, il y avait une jeune femme, ça se ressent quoi, qui m'a dit j'ai pas confiance en moi, je crois pas en moi et tout ça. Et à force, maintenant ça va faire 2 ans, elle me le dit plus. Et elle me dit qu'au contraire, elle se sent beaucoup mieux, qu'elle a confiance. Donc des fois c'est sur le seul, discussion avec les personnes. Ouais, sur les témoignages au final. Oui, exactement. Ok. Ouais, et c'est vrai que aux États-Unis et ailleurs sûrement, on est, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus développés, enfin comme beaucoup de choses. Et en France, ça commence à arriver. Et il y a toujours un petit train de retard. Alors en France, tu as quand même pas mal d'endroits où ça se développe. Enfin, il y a la fondation Adrien et Pierre Sommier. Eux, ils ont beaucoup d'articles là-dessus. En France, il y a aussi un DU sur la relation homme-animal. Il y a quand même de plus en plus de choses. Tu as des gros organismes de formation. Eux, ils ont quand même plus d'études. D'accord. Ok. Tu as parlé des aveugles, c'est juste une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu leur fais travailler aux aveugles? Parce que j'imagine qu'ils ont un sens quand même du toucher déjà vachement développé. Est-ce que, c'est quoi l'intérêt premier pour ces personnes-là? Moi, je pars beaucoup du principe de rendre utile et valoriser les personnes. Et ce que je fais, c'est que, par exemple, ça c'est un exemple d'exercice, j'arrive avec des obstacles en mousse et je leur dis, on va construire tout un parcours d'obstacles. C'est eux qui le construisent et c'est eux qui le placent dans la pièce. Et j'inverse les rôles. Et je leur dis, c'est pas le chien qui va vous guider. C'est vous qui allez guider le chien sur ça s'appelle de l'agility à visée thérapeutique. Et je leur dis, c'est vous qui allez guider le chien dans ce parcours. Et comme c'est eux qui ont construit le parcours, et que le chien est aussi dressé pour être à côté d'eux et les suivre, alors ils posent la main sur le chien, qui est dressé pour ça, et ils guident le chien. Et ils le font sauter, ils le font s'asseoir, ils le font passer dans un tunnel. Mais c'est eux qui guident. C'est plus eux qui sont. J'inverse. Okay. Et ils sont super heureux parce qu'ils sont enfin valorisés. Ils adorent ça. Ils se déplacent. Et c'est eux qui guident quelqu'un d'autre, mais c'est extraordinaire. Ils leur développent leur autonomie, finalement, voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. J'inverse. Okay. Ah oui, très intéressant. Ok. Ah super. Non, c'est super. J'imagine le truc et c'est vrai que j'aurais pas spécialement pensé, donc c'est intéressant. Oui, il y a l'aspect câlin, il y a l'aspect tout ça, mais voilà, c'est vraiment d'inverser les rôles. Ils jouent avec le chien, ils construisent des jeux pour les chiens. Après, ils le font. Moi, c'est toujours valoriser la personne, travailler l'autonomie. C'est toujours ça, quoi. Ok. Et sur une échelle de temps, non plus à la séance, mais on va dire sur, je sais pas, sur combien de temps en fait tu travailles, j'en sais rien, par exemple pour la dépression, pour l'autonomie chez les personnes aveugles. Est-ce que tu te fixes un objectif de résultat, ou alors tu te dis, je sais que j'ai besoin d'1 an pour faire ça, j'ai besoin d'1 mois pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou est-ce que finalement une, deux, 3 séances c'est largement suffisant et ça fait le job?
Alors oui, des fois, au bout de 2-3 séances, c'est suffisant. Hein. Des fois, j'y arrive très rapidement. Et après, je vais voir d'autres personnes parce que il y a tellement de personnes qui ont besoin que tant mieux si je peux après m'arrêter et voir d'autres personnes. Ou Oui. des fois, ce qu'on fait, c'est que j'ai des listes de personnes prioritaires et des listes de personnes non prioritaires. Donc, je fais d'abord les prioritaires, après je vais les gens autour et après je reviens sur les prioritaires. C'est pas évident parce que des fois j'arrête pas quoi. Je fais que d'un truc à l'autre, je fais que courir quoi. Voilà. J'imagine tu cours avec ta petite équipe d'animaux. Par contre, il y a quand même d'énormes contraintes et je peux te donner des exemples. C'est que je travaille avec du vivant et que ça m'arrive d'avoir des animaux qui ne sont pas du tout adaptés. Mais quand j'ai acheté l'animal ou quand je l'ai récupéré chez moi, c'est un être vivant dans lequel je suis responsable. Et si je peux pas l'amener avec moi travailler, je suis quand même obligée de le garder. Donc ça a quand même des énormes contraintes parce que pas tous les animaux sont adaptés à ce genre de choses. Tu fais une superbe transition, Nathalie, parce que justement, je voulais aborder cette question d'animaux. Déjà, est-ce que c'est quoi les animaux principalement dans lesquels que tu utilises entre guillemets? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus efficaces pour certaines pathologies? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Est-ce que il y a des animaux aussi qui ne sont pas du tout adaptés, comme tu viens de le dire, et du coup, c'est tant pis. Enfin, tu peux me raconter un peu? Moi, je travaille avec des chiens, ce qu'on appelle un chien médiateur. Donc, il faut vraiment avoir déjà une race spécifique parce qu'il n'y a pas tous les chiens qui acceptent d'être autant touchés, d'être tout le temps, tous les jours caressés. Il y a des chiens, ils ont juste envie d'être tranquilles. Il y a des chiens, ils sont des fois agressifs. Donc, il y a des races de chiens assez spécifiques. Après, moi, là, par exemple, j'ai pris un Terre-Neuve. Je peux pas l'amener avec moi, alors qu'il est avec. Je l'avais pris pour ça parce que il est un peu trop, trop foufou et en plus il boite. Donc voilà. Donc, le Terre-Neuve, c'est une race de chien, par exemple, qui est médiateur. Chien médiateur. C'est pas spécifique. Il n'y a pas de race spécifique. Mais par exemple, moi, je travaille avec ma chienne Tisane. C'est un Bearded Collie. Ce sont des chiens déjà de gardiens de troupeau. Donc, ce sont des chiens qui sont très obéissants et qui n'ont pas une once d'agressivité, qui sont adorables et qui aiment. Ils ont aidé l'humain. Donc, ça, c'est très bien. Je travaille avec une petite caniche qui, elle, est extrêmement intelligente. Donc, il faut des chiens qui soient complémentaires l'un de l'autre parce que si j'ai, par exemple, 2 chiens qui ont les mêmes qualités, ça va pas. Il faut que l'un, quand un peut plus travailler, l'autre va derrière. Après, il faut savoir que je peux pas arriver avec des chiens, par exemple, berger allemand, des choses comme ça, où il y a une mauvaise image. Voilà. Et dans la maladie d'Alzheimer, tout ce qui est pointu fait peur. Donc, j'évite d'arriver avec des chiens et des animaux qui ont les oreilles droites et pointues. Tous mes chiens ont les oreilles qui tombent. Okay. Voilà. Mais ça, c'est moi. Voilà. Donc, ça, c'est les chiens. Après, je travaille avec des lapins. J'ai des lapins géants qui aussi ont les oreilles qui tombent. Quand tu dis géant, c'est genre... 8 kilos à peu près, 7 kilos. Enfin, ils sont énormes. Ah oui. Et j'aime bien parce que c'est la force tranquille. Donc, ils se posent et ils adorent les caresses. Les petits lapins, c'est pas évident parce que c'est très speed. Donc, si je veux vouloir apaiser les personnes, c'est pas avec un lapin qui va courir dans tous les sens. Oui. Après, j'ai un oiseau. J'ai un oiseau extraordinaire. Elle s'appelle Edith, parce que Edith Piaf. Voilà. Et alors, elle est fabuleuse parce que elle se pose sur la tête des personnes, sur leurs épaules ou sur le doigt des personnes. Et si la personne est calme, elle reste. Si la personne n'est pas calme, elle va partir. Et tu la vois voler comme ça partout. Elle s'en va. Okay. Et je leur dis, voilà, si vous arrivez à rester calme, par la respiration, vous allez voir qu'elle va rester. Et j'arrive à vraiment canaliser les personnes grâce à Edith. Génial. Voilà. J'ai aussi une petite chinchilla, mais elle, c'est plus difficile parce que le chinchilla est un animal qui vit la nuit et qui dort le jour, donc je l'amène que rarement parce que c'est aller dans le contraire de sa biologie, quoi. Donc, c'est quoi un chinchilla? C'est une sorte d'hamster? C'est un petit écureuil. C'est un petit écureuil du désert. C'est une fourrure très douce. Ok. Tu as des gens qui travaillent avec des chats. Tu as des gens qui travaillent avec des lamas. Tu as des gens qui travaillent avec des chevaux. Ça s'appelle l'équithérapie.
Voilà, c'est vraiment. Mais bon, moi, ça m'arrive d'avoir des animaux. Tout compte fait, ils sont pas du tout faits pour ça. Et ben, je les garde, et je les câline et ils font partie de ma vie, tout simplement. Au final, on vient chez toi, c'est un zoo. Ah ouais. T'as Oui, des oui. animaux partout. Tu vois une girafe, tu vois un éléphant. Ouais, c'est fou. C'est assez rigolo. Ok, oui, petite parenthèse, j'avais fait un épisode, je crois que c'était le 7e ou le 8e, avec Isabelle, elle faisait justement de l'équithérapie, du coaching en fait Ouais, c'est génial. du coaching par les chevaux. Ah, ça, c'est Et super. c'était ultra intéressant. Et ok, du coup, en fait, si je comprends bien, tu peux faire de la zoothérapie avec n'importe quel type d'animal, mais ça, c'est ton équipe à toi. C'est ceux Oui, ouais, c'est mon équipe à moi. T'as même des personnes qui prennent des dauphins, ça s'appelle la delphinothérapie. Ah ouais? Et je sais que tu as des enfants autistes qui se mettent à l'eau avec les dauphins et ça marche très bien. Il y a une forme de communication entre le dauphin et l'enfant autiste extraordinaire. C'est Excellent. extrêmement développé. Je crois qu'il y a un centre de delphinothérapie à Eilat et je crois qu'il y a un autre centre de delphinothérapie au Mexique. Et avec les dauphins, c'est extraordinaire. Ça marche aussi très très bien. Ouais, j'allais dire en France, mais non, en France, à part Marineland, peut-être on dit. Ouais, mais ouais, pas en France, parce que Marineland, c'est une vocation d'animation. Et Oui, je sais qu'il y avait des trucs qui recevaient des gens, mais je sais pas plus là-dessus. Mais voilà, avec tout type d'animaux, voilà, c'est très intéressant. Ok. Et pourquoi avoir choisi ces animaux? C'est en fait, tu t'es au fur et à mesure. Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai besoin de tel animal pour faire ça, ou c'est des animaux que tu avais déjà au début et tu te dis, bah tiens, ils sont adaptés pour faire telle ou telle Alors chose. déjà, il y a un point de vue légal, c'est que moi j'ai un certificat de capacité pour les animaux domestiques. Donc il faut pas sortir disons de cette délimitation. Donc je peux pas travailler avec, par exemple, je pourrais pas travailler avec des rapaces, avec. Il y a des animaux que j'ai pas le droit de travailler, tout simplement. Et tu as des animaux, par exemple la tortue, on peut pas travailler avec parce que c'est un animal qui est protégé. Ah oui. Donc faut pas sortir de la délimitation légale. Et tu as des animaux aussi qui ont une image négative. Par exemple, je pourrais pas travailler avec des rats, alors qu'il y a peut-être des personnes qui travaillent avec des rats, mais Ah ouais, les gens avec ils des sont, rats. ouais, Ah oui. mais il y a des gens ils ont peur des rats, ça véhicule une image vraiment difficile. Dégoûtante. Il y a Ouais. des gens aussi qui travaillent avec des serpents et tout ça, mais je trouve que c'est difficile parce qu'il faut pas que l'image que les gens ils en ont, voilà. Et puis après, Ouais. il y a une certaine affinité. Donc moi, mon affinité, elle est pour les chiens, pour les lapins, pour ce genre d'animaux. Donc je les connais, je les ressens. Il y a même une forme de communication animale entre eux et moi. Donc il faut vraiment être en harmonie avec ces animaux pour pouvoir être en harmonie aussi avec l'humain. Enfin, c'est ce qu'on appelle un triangle thérapeutique. Ouais, c'est Et, important, ouais. il faut être vraiment bien dans ce triangle. Bien, l'écoute. Et je vois derrière toi, il y a un ours. Tu travailles pas avec les ours, non? Non, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Ouais. Je pense que l'ours, je sais pas s'il serait forcément un bon animal pour faire de la. Dans la voiture, ça serait difficile. Puis aussi, c'est vrai que dans la voiture, je peux pas amener tout type d'animaux, donc voilà. Ouais. Et puis après, j'ai les limites à la maison, ça fait beaucoup de frais. Ouais, bien sûr. Derrière, il y a tous les jours, quoi, H24. D'ailleurs, même tu vois, on avait prévu notre enregistrement à telle heure, et je t'ai demandé qu'on décale d'une demi-heure. C'est parce qu'il me fallait le temps pour pouvoir nourrir tout le monde avant de pouvoir te parler tranquillement. Ah, purée. Et ouais, ça devient, ça a quand même une sacrée charge finalement, parce que c'est H24. Enfin, c'est tous les jours. Il n'y a pas le choix. C'est tous les jours. Ok. Du coup, t'as cette petite équipe qui t'accompagne, mais tu prends pas, en fait, tu prends pas tout le monde à chaque fois. Hein. Tu prends un animal. Alors, j'essaye toujours parce que les animaux, ils ne choisissent pas. C'est moi qui leur impose de venir avec moi. Donc, j'essaie de le faire dans le respect de l'animal parce que si on veut vouloir recevoir, il faut aussi savoir donner. Et j'essaye que mes animaux ne travaillent pas tous les jours. Par exemple, si les lapins ont travaillé le lundi, je leur donne jour de repos mardi et mercredi. J'essaie de vraiment de faire un planning. Ouais, mais c'est vrai. Par contre, les chiens sont tous les jours avec moi. Mais ce que je fais dans ces cas-là, le planning, c'est que je le fais dans la journée. Je fais en sorte que, par exemple, Tisane travaille le matin et Mousse l'après-midi. J'essaie que chacun se repose et il y a que moi qui bosse tout le temps. C'est marrant, j'imagine, bon, toi aujourd'hui c'est ton jour de repos, c'est les vacances. Voilà, j'essaie toujours de faire que ça tourne. Et même dans l'heure de séance, j'essaye aussi qu'ils ne sont pas tout le temps stimulés, quoi.
Ouais, parce que j'allais te demander aussi, c'était une de mes questions, comment ça se passe au niveau de l'énergie de l'animal, dans quelle mesure il peut soutenir en fait, enfin cette activité-là est-ce il y a une durée, est-ce que au bout d'un moment, il doit partir à la retraite entre guillemets, est-ce qu'il absorbe pas des énergies négatives et que lui du coup, je sais pas comment ça se passe, mais il contient, au bout d'un moment peut-être il pète un câble. Enfin, c'est peut-être des questions un peu bêtes, Oui, mais moi je suis sûre qu'il y a une durée. C'est pour ça que là je commence à être un petit peu embêtée avec Tisane parce qu'elle va sur ses 10 ans et j'arrive pas à la remplacer. Elle est tellement extraordinaire, exceptionnelle que j'ai pris le Terre-Neuve, je peux pas, et après on le garde. Donc je suis sûre qu'à un moment donné il faut s'arrêter. Alors maintenant, par exemple avec Tisane, ce que je fais, c'est que très souvent elle va se coucher dans un coin et je laisse tranquille. Et je travaille plutôt avec l'autre chien. Donc oui, il doit y avoir une durée. Après, moi, j'adore l'énergie de la forêt, l'énergie des arbres. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de me promener le plus possible avec mes chiens et je reprends de l'énergie dans l'extérieur, dans la nature. Des fois, quand j'ai fini le soir, quand il fait pas en hiver, mais au printemps, je m'arrête et on va marcher. Je redonne de l'énergie, je reprends de l'énergie comme ça dans la nature. Ouais. J'essaye. Ouais, non. Après, c'est sûr que quelque part, il doit y avoir obligatoirement quelque chose de difficile pour eux, hein, c'est sûr. Hein. Et après, l'énergie sur l'autre chien que j'ai, la Mousse, ma petite caniche, c'est l'énergie que l'on puise toutes les deux dans le regard. Parce que quand elle travaille, 100% du temps, elle me regarde. Elle ne me quitte jamais des yeux et moi, je la quitte jamais des yeux. C'est-à-dire, elle se fait caresser, elle fait les jeux, elle fait tout, mais toujours dans mon regard. Ah oui. Puis l'énergie l'une de l'autre. Ok, ça va être une belle relation. C'est un peu comme les voitures hybrides, tu sais, elles se rechargent en roulant. Pas mal. Pas mal. Ouais, parce que c'est vrai que, tu vois, si t'amènes voir des personnes qui ont, j'en sais rien, qui ont des énergies négatives en elles, peut-être que elles récupèrent énergétiquement tout ça et que, je sais pas si elles évacuent, est-ce qu'au bout d'un moment, elles sont, tu sais, c'est comme toi en tant qu'humain, si t'es toujours avec des personnes négatives, si tu te protèges pas, au bout d'un moment, ça va finir par t'impacter et tu vas finir par juste tomber, quoi. Et je me pose Oui, ça c'est sûr. Après, moi, j'essaye de faire une barrière entre mon travail professionnel et ma vie privée. Donc, je me protège et je me protège en me disant que je ne suis pas responsable de ce qui arrive à ces gens-là et que je les aide et que je vois l'aspect positif de la chose, je vois pas l'aspect négatif, je vois pas leurs difficultés. Quand par exemple, j'arrive sur un lieu, par exemple sur des personnes en fin de vie, je suis pas responsable de ça. Et au contraire, je vois qu'elles sont tellement heureuses avec mes animaux. Voilà. Après, évidemment, je peux pas avoir du détachement, mais j'essaie de me protéger le plus possible. Ok, c'est clair. Tu disais qu'il y avait certains animaux qui étaient peut-être beaucoup plus adaptés pour la médiation animale. Est-ce que du coup il y a du coup c'est inné selon les espèces? Est-ce qu'il y a quand même un certain dressage à faire ou finalement tu t'achètes un animal qui peut être adapté et c'est bon, il est prêt entre guillemets à l'emploi? Alors Tisane, elle a été dressée, elle a été éduquée par un éducateur canin. Mousse, non. Mousse, elle a suivi le flot, c'est-à-dire que comme je travaillais depuis des années déjà avec Tisane, elle a vu tout ce qu'il fallait faire. Donc, je l'ai éduquée sur le terrain. Mais je pense que quand on prend un chien, surtout, il est très important de l'amener tout de suite avec soi et de le faire travailler, pas de le faire travailler, mais juste de l'amener. Et fur et à mesure, progressivement, de le faire travailler et après de l'éduquer. Ok. C'est important. Et c'est ça aussi qui a bloqué avec mon Terre-Neuve, parce qu'au moment où je l'ai eu, il y a eu le Covid. J'ai pas pu l'amener dans les établissements, j'ai pas pu le faire éduquer. Enfin, ça a pas été au bon moment, quoi. Je pense qu'il y a un moment pour tout. Et tu peux plus le faire du coup? J'ai le Terre-Neuve à la maison. Ok. Parce que je veux pas qu'il y ait le moindre doute. Je veux pas qu'il y ait le moindre problème. Donc, si je ne suis pas certain de mon animal, je fais pas. Ok. Et comment ça se passe? Tu parles de problème. Si justement il y a un problème avec l'animal, j'en sais rien, une morsure ou peu importe, qu'est-ce qui est responsable? C'est toi? C'est moi. C'est moi. Moi, j'ai une assurance responsabilité professionnelle et je suis responsable de mes animaux. C'est pour ça que quand j'arrive dans les établissements, il faut que je sois sûre à 100% de mes animaux.
Si j'ai le moindre doute, je prends pas l'animal et je fais pas. Oui. C'est pour ça que c'est quand même une sacrée responsabilité parce que tu vois quand même tout un panel de personnes et comme chaque personne est différente, tu sais pas aussi forcément si l'animal il va être, comment il va recevoir l'énergie de cette personne-là. Oui, Comment... bah, c'est pas évident. Alors moi, je Ouais. dis toujours que je suis un peu comme une sorte de tour de contrôle. C'est-à-dire que dès que je ressens, que je vois qu'il va y avoir un problème, je protège l'animal ou je protège la personne. Ça dépend, mais c'est de l'attention continue. Hein, donc, quand j'arrive le soir, je suis assez fatiguée. Hein. Ouais, ouais, Il faut j'imagine. faire attention parce que faut pas faire confiance. Par exemple, je travaille dans des crèches. J'amènerai jamais les chiens dans une crèche parce qu'un chien reste un chien. Et je sais que si l'enfant, le bébé, va enlacer un lapin, il n'y a pas de risque. S'il va enlacer le chien, même si c'est le plus gentil chien, on ne sait jamais. Donc, Ah oui. j'amène les animaux adaptés au lieu où je travaille. J'amènerai jamais les chiens dans une crèche. Ok, même tisane, même t'as plus Même peur. si j'ai Ok. confiance, je fais pas. Parce que ça reste un animal quand même. Ouais. J'amène des animaux qui, je sais, qui même s'il y aura un problème, ne feront rien de dangereux. Ok. Ouais. Ok, vaut mieux. Ok, c'est intéressant. C'est bien d'avoir ça à l'esprit. Est-ce que c'est quoi les limites selon toi de la zoothérapie? Est-ce que tu vois des limites ou des choses que tu peux pas faire ou... Alors moi j'ai plusieurs limites. C'est très important déjà d'être en accord avec soi-même. Donc il y a des personnes pour lesquelles si moi je les ressens pas, si moi je suis pas ok avec moi-même, en harmonie avec moi-même, je peux pas le faire. Par exemple, je pourrais pas aller dans une prison. La médiation animale se fait en prison et heureusement c'est très bien. Ça redonne, disons, de la valorisation aux personnes et ça les aide à se réinsérer dans la vie quand ils vont sortir. Mais moi, je suis pas en accord avec moi-même si je vais dans une prison. Donc là, j'irai pas. Et puis, je serai un petit peu inquiète. Donc là, je fais pas. Donc ça, c'est la limite déjà des personnes que j'ai en face de moi. Il y a des personnes, il y a d'autres intervenants professionnels en médiation animale, ils pourraient jamais aller avec des personnes âgées parce que déjà, ça leur renvoie leur propre image. Il y a j'ai déjà eu des stagiaires qui avaient 60 ans, 70 ans, ils sont venus avec moi pour découvrir. Ils ont pleuré parce qu'ils se sont trop projetés. Ils n'ont pas pu être, voilà. Il y a des gens qui pourraient pas être avec des adultes handicapés mentaux ou en psychiatrie parce que ça leur fait peur. Enfin, il faut déjà être en accord et se sentir capable d'être avec ces gens-là. Ça, c'est important. Et puis après, il y a des lieux où on peut pas aller avec les animaux, ne serait-ce que côté hygiène, parce que s'il y a des plaies, s'il y a des choses comme ça, même avec des médicaments, enfin, même bien soigné, ça reste quand même un animal qui a des bactéries sur lui et tout ça. Il faut faire toujours très, très attention. Et il y a des endroits où ils aiment pas les chiens, où ils aiment pas les animaux. Il y a des personnes, ils veulent pas, et je peux pas y aller. Et il y a aussi des gens, par exemple, ils ont toujours vu les animaux à l'extérieur, et moi je peux pas dans leur vie avant, et je peux pas rentrer dans une pièce avec l'animal, rentrer dans leur intimité, alors que pour eux l'animal n'a pas cette place. Donc il y a pas mal de contraintes. Ok, intéressant. Est-ce que tu as déjà refusé une prestation, non pas, oui, j'ai bien compris, du coup, il faut que tu sois en phase avec toi-même et avec le lieu dans lequel tu vas, mais parce que la pathologie n'était pas adaptée ou tu penses que ça allait pas forcément apporter quelque chose? Je crois que je n'ai jamais refusé parce que même quand je voyais vraiment qu'il y avait un problème, je prenais par exemple des petites peluches et j'allais progressivement avec la peluche pour pas qu'il y ait de risque pour mes animaux. Euh, Peut-être quand il y a trop de violence et quand il y a un risque par rapport à mes animaux, peut-être une fois, je crois que ça m'est arrivé. Mais comme D'accord. les personnes que je vais voir sont souvent ciblées avec les équipes avant, très souvent c'est adapté et ça, j'ai jamais eu trop de problèmes. Ok, ok, très bien, c'est clair, bah super, super. C'est très clair. J'avais envie de te demander par rapport aux animaux de compagnie, est-ce que une personne, j'ai peut-être ma réponse, hein, ma petite intuition du coup avec tout ce qu'on vient de dire, mais est-ce qu'une personne qui a un animal de compagnie peut bénéficier de la thérapie par son animal? Et si oui, dans quelle mesure? Parce que finalement, c'est beaucoup plus dans l'animation.
parce qu'on va caresser, il va être là, etc. Mais est-ce qu'il y a peut-être des activités à faire? Est-ce qu'un animal de compagnie finalement est adapté? Comment tu vois, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors, j'ai pas bien entendu le début de ta question parce qu'il y a eu Internet qui a un peu bugué, mais Ah, si c'est pour me demander si un animal de compagnie peut apporter un bénéfice à une personne comme toi ou comme moi et tout ça, oui, à 100%. Parce que je sais pas si toi tu as par exemple un chien, mais quand on sort l'animal, c'est un facilitateur en fin de compte pour se sociabiliser. Et très souvent, eh ben, on va discuter avec les gens qui ont d'autres chiens. Donc ça permet aussi d'avoir un contact. L'animal favorise le contact humain. C'est-à-dire que quand on va se promener, ben, on parle avec des personnes avec lesquelles on n'aurait jamais parlé. L'animal, il va motiver aussi pour sortir de chez soi et bouger. On va marcher, il faut le sortir matin, midi et soir. Il faut donc disons là aussi ça motive à faire du sport tout simplement. Et ça permet aussi avec les personnes âgées ou avec les personnes qui n'ont plus trop de conscience, disons du jour, de la nuit, matin, soir et tout ça. Eh ben il faut le nourrir. Il y a des rythmes de vie, ça redonne un rythme de vie. Donc ça oblige aussi à comment dire à se dire c'est le matin, il faut que je le sorte. Enfin ça redonne un ça rythme. responsabilise, ça donne Voilà, aussi ça de responsabilise. l'autonomie. Ça donne beaucoup d'amour. Et c'est très important dans la communication non verbale parce que là où on n'a plus de communication avec d'autres personnes, où on n'arrive plus à communiquer, avec l'animal, on n'a pas besoin de mots. On peut le regarder, on peut le toucher, on peut le ressentir, on peut avoir des pensées vers lui. Donc, toute communication est possible avec un animal et on se sent compris et aimé. Et on est dans le non-jugement et l'amour inconditionnel. Donc, l'animal apporte obligatoirement à toute personne des choses extrêmement positives. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est ce que je me disais, surtout peut-être avec les chiens, des chats, mais pas que des animaux de manière générale. À partir du moment où consciemment tu veux créer une relation avec, ben indirectement ça t'apporte quelque chose parce que finalement tu donnes aussi pour lui. Enfin, il y a une relation de don et chacun l'un vers l'autre, quoi. C'est la réciprocité des échanges et La puis réciprocité, on se ouais. sent aimé, c'est important. Voilà. Après, il faut faire attention parce qu'évidemment, il y a toujours des dérives. Hein. Par exemple, il ne faut pas trop humaniser un animal parce que ça reste un animal. Il faut être dans ses besoins à lui. Donc ça aussi. Et puis on a toute la maltraitance animale. Oui. Toujours aussi parce que très souvent on prend un animal et puis après on se rend compte comme quoi c'est difficile. Enfin, il y a une grande responsabilité à avoir. Il faut faire attention aussi à ça. Mais voilà, c'est pas le but. C'est pas le but. Ouais, bien sûr. Ok. Donc finalement, on peut quand même bénéficier quelque part de cette forme de thérapie en ayant un animal chez soi. Ouais. Certaines. Ouais. Ok. Aussi peut-être me parler, tu sais, de l'hypnose. Bah justement, j'allais enchaîner sur ça parce que je vois l'heure qui tourne et comme ça, je pense on a parlé beaucoup de choses. Mais justement, j'ai vu que tu faisais de l'hypnose aussi. Comment ça se passe? C'est lié à la zoothérapie? C'est complémentaire? Tu fais avec les deux? Est-ce que tu peux expliquer justement de ça? Oui, c'est-à-dire que quand je travaille dans les établissements, l'hypnose m'aide énormément, surtout l'hypnose conversationnelle, parce que je me sers de l'animal. Enfin, j'aime pas dire le mot servir parce que c'est pas un outil, mais bon, grâce à l'animal il sécurise la personne, il va l'aider à se détendre et la confiance, qu'on appelle toujours la confiance thérapeutique, se met en place parce que on discute autour de l'animal et après, je peux beaucoup plus facilement avoir de l'hypnose conversationnelle avec la personne que sans l'animal. Voilà, donc parce que la personne, elle est concentrée sur l'animal et toi, tu lui fais des suggestions, en fait, du coup, parce que son inconscient est beaucoup plus libre pour écouter, c'est ça? Oui. Alors, en induction hypnotique, il y a des choses qui sont très, très importantes. On essaie souvent de faire sortir la personne de ses propres sensations sur ce qui est extérieur, hein, sur des ratifications. Et l'animal m'aide beaucoup parce que, par exemple, si la personne a la main sur l'animal, je vais lui dire, est-ce que vous ressentez sa chaleur, sa douceur du chien? Est-ce que vous ressentez ses poils? Donc, au fur et à mesure, je vais lui faire ancrer vraiment dans lui ici le maintenant grâce à l'animal. Et c'est là qu'après, on peut partir vraiment sur des choses extraordinaires.
sur même ce qu'on appelle des boucles sensorielles, en se rappelant l'animal que eux ils avaient eu. Et avec ces différents souvenirs très positifs, on arrive à faire passer des suggestions de bien-être très importantes. C'est intéressant. Donc, ok. Au lieu que ça soit, finalement, tu utilises l'animal, enfin, grâce à l'animal, tu détournes en fait l'intention du patient pour le permettre de rentrer en induction, c'est ça? Enfin, pour le permettre de rentrer dans un état modifié de conscience. Exactement. Et ça me permet surtout de rentrer en confiance avec la personne. Après, je le fais aussi sans problème sans l'animal, hein. Mais quand j'ai des personnes qui n'ont plus beaucoup de cognitifs, qui n'ont plus tout ça dans les EHPAD, tout ça, l'animal, c'est une autre forme d'induction. Facile que de partir sur. Ils l'ont en face, ils ont la main sur l'animal, ils le voient, et ça me permet vraiment c'est plus facile, tout simplement. Ça facilite. Ok, ça facilite, intéressant. Ok. Écoute, super pour cette perspective. On a encore quelques minutes, je crois, avant de terminer avec deux petites questions que j'ai l'habitude de poser pour clore. Donc, on a parlé d'hypnose. Est-ce que, selon toi, c'est quoi selon toi les challenges à venir pour cette forme de thérapie? Est-ce que tu vois des challenges ou des perspectives futures par rapport à ça? Pour moi ou pour toutes les personnes Pour toi et de manière générale, peut-être que tu as une vision de comment les choses vont se développer ou de manière générale. L'animal, il y a encore plus de place et de respect dans tous ces établissements, et parce qu'il y a encore beaucoup de lieux où on ne peut pas aller, et c'est bien dommage. Et donc il y a encore plus de gens. Par exemple, à un moment donné, la Fondation Lanval m'avait demandé si c'était possible la médiation animale, mais c'était à l'extérieur. Donc c'est très difficile de faire sortir des enfants. Il y a des lieux, ça serait encore chouette de pouvoir encore plus avoir le droit d'aller avec un animal. Tu penses à quoi, par exemple, comme lieu? Tu penses à quoi comme lieu, par exemple? Par exemple, les hôpitaux pour les enfants et tout ça, là, par exemple, à Nice. Ok, ça, pour l'instant, c'est pas possible, quoi. Voilà, oui, ici, c'est pas possible. Il y a certains lieux, c'est possible, mais voilà, que si on arrive avec, disons, tous les certificats et tout pouvoir prouver qu'on puisse aller partout avec l'animal. Ce serait ça ton rêve dans ta pratique de zoothérapie? Ah, mon rêve, moi, dans la pratique de zoothérapie, je sais pas si. Pour moi, personnellement, j'aimerais aussi pouvoir accueillir le public chez moi. Voilà, et ça tu peux pas, ça? Tu peux pas faire venir chez toi? Moi, je le fais pas. Il y en a qui le font. Ok, moi, je le fais d'accord. Pas. Ok. Écoute. Disons que moi, mon rêve, je l'ai parce que je l'ai atteint, mon rêve. Donc, c'est difficile à te donner encore plus de rêves parce que j'ai des établissements extraordinaires, j'ai des personnes extraordinaires avec lesquelles je travaille tous les jours, et c'est une chance, et je l'ai, mon rêve. Ouais, t'es pleinement épanoui dans ce que tu fais, et pour l'instant, t'es très bien. Oui, moi, de travailler avec la ville d'Antibes, travailler avec l'hôpital d'Antibes, travailler avec le CHU, tout ça, c'est extraordinaire. Donc, mon rêve, il est atteint, et à chaque fois, c'est toujours extraordinaire. Ouais, parce que finalement, j'imagine chaque jour doit être différent dans la mesure où chaque jour tu traites avec des personnes différentes, des pathologies différentes. T'as pas trop le temps de t'ennuyer. Chaque jour, c'est vraiment différent. Ce sont des personnes qui me font entièrement confiance. J'ai des super équipes avec moi. Voilà, donc mon rêve, il est déjà là, et de pouvoir continuer à travailler. Ok. Très clair, Nathalie, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas abordé que tu aurais aimé aborder avant de clore cette émission? Non, pas spécialement. Non. On a fait un bon petit tour. Ouais. Ok. Top. Écoute, je vais terminer avec deux petites questions avant ensuite de te laisser la parole pour rediriger les auditeurs s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent te contacter. La première question, c'est si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu as la possibilité d'écrire un message pour le diffuser au monde, ça serait quoi ce message?
Attends, je t'ai pas entendu, ça a coupé. Si j'étais dans les nuages, vas-y, redis. Si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu as la possibilité d'écrire un message pour le diffuser au monde, ce serait quoi ce message? Alors ce message, il aurait obligatoirement le mot respect. Et je dirais respectez-vous les uns les autres et respectez la nature. Ok, super. C'est très très important. Ok, très clair. C'est pas s'aimer, mais c'est se respecter. C'est important. Je pense avoir le respect l'un pour l'autre, effectivement, c'est très important. Et dernière question, c'est quoi selon toi la clé pour vivre heureux dans la vie? La clé, c'est être en harmonie avec ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que l'on pense. Parfait. Et avec le petit bonus, être en harmonie avec ses animaux. Exactement. Mais je suis en harmonie avec moi-même en étant avec mes animaux. Ouais, c'est parfait. Ouais. En plus, j'imagine que les animaux c'est des êtres très intuitifs, donc ils doivent aussi ressentir cet aspect-là. Et donc, oui, si tu es en harmonie, vraiment, doivent être. Ouais. En harmonie, Okay. C'est très important. L'équilibre. Ok, très bien Nathalie, merci beaucoup. C'était vraiment c'est très passionnant. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que je crois que tu as un bouquin aussi? Tu peux en dire un petit, c'est le moment si tu as envie d'en parler un petit peu. Alors moi j'ai une page Facebook qui s'appelle Vianimo, VIA''Nimo, NIMAUX, ou sinon un site internet vianimo.fr. Et j'ai écrit un livre qui est en vente sur Amazon et qui s'appelle Moi, animal, 200 grammes, je peux vous aider. Ok. Ok, bah je mettrai tout ça dans la description de l'épisode, comme ça les personnes pourront directement aller voir. On peut te contacter sur ta page, peu importe si... Oui, bien sûr, je réponds très souvent sur la page Facebook. Je réponds par les messengers, sur les mails, sur le site de Vianimo, ou sinon mon mail c'est nathalie.vianimo@gmail.com. Et là, j'explique un petit peu tout ça. Parfait. Écoute, merci beaucoup Nathalie, c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup appris du coup. Ça va au-delà de ce que je pensais sur l'animation, juste caresser la boule de poil et c'est tout. Ça laisse des perspectives assez intéressantes et ça donne aussi des nouvelles pistes à explorer également. Et c'est ça qui est intéressant et que j'aime découvrir, c'est aussi comment utiliser d'autres formes de thérapie ou d'autres choses pour améliorer son bien-être ou pour aussi être mieux dans sa peau, être mieux dans sa vie. Donc, je trouve que l'objectif, il est rempli et j'espère que ça va également donner que ça a plu aux éditeurs et que ça donne de nouvelles perspectives pour eux. En tout cas, pour ceux qui sont jusque-là, bravo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pensez que ça pourrait faire sens pour les personnes dans votre réseau. Mettre également une note positive à cet épisode parce que ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait également l'émission à être mieux référencée. Et puis n'hésitez pas à contacter Nathalie si ça fait sens pour vous pour aller voir tisane, mousse pour caresser les animaux, voilà. Et peut-être travailler avec elle. Merci beaucoup Nathalie, ravi de t'avoir dans Génération 120 ans et puis écoute, au plaisir d'échanger à nouveau avec toi. C'était un grand plaisir et merci aussi à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci, ciao. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.